CRTV au cœur de 365 days and we are almost close to closing 2021, and it's been a long year, and we are all happy to be living this moment as we close the year in sports and all that goes with physical education. We've had quite a busy year, beginning from January up to this moment when we are preparing AFCON 2022 in Cameroon. It's a whole pleasure, and it's a grace to be sitting on this platform to look at what the year has been in terms of all the sport disciplines. We are looking at football, we are looking at handball, we are looking of combat sports, and all that you must have lived with too, and we shall all be analyzing that on this set so far. And with me, we have consultants, coaches, and to moderate all these, it's Melen Kamga. Happy New Year in advance. On va dire joyeux Noël, très bonne année par anticipation. Bonjour à tous, merci de nous rejoindre sur les antennes de CRTV News, la rétro sportive avec tous ces événements majeurs cités par Dixon Achou. On reçoit nos invités à ce jour. Je vais commencer à l'extrême droite, Emmanuel Bankolo. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir à vous Merlin, bonsoir à ceux qui nous accompagnent, bonsoir à ceux-là qui ont pris de leur temps ce soir. Juste en face de vous, on reçoit Maxwell Nana-Djantou. C'est avec beaucoup de plaisir qu'on vous reçoit. Comment allez-vous? Bien, Merlin, le plaisir, le mien. Comment on se sent dans la peau d'un champion du monde? On se sent bien parce qu'on retrouve nos efforts couronnés. Juste en face, je reçois Junior Anoma. C'est l'entraîneur adjoint de l'équipe nationale de volleyball. Coach, bonsoir, bienvenue. Bonsoir à Merlin et bonsoir à Dixon. Bonsoir à champion du monde et bonsoir Emmanuel Bankolo. C'est encore un plaisir pour moi d'être ici là ce soir. Et j'espère qu'on va parler de beaucoup de choses qui concernent notre sport et ça sera bien. On a beaucoup de choses à parler, mais avant, Dixon Achou, on va commencer avec le CHAN. Of course, we live that joyfully, and with all those that are football fans were all on their feet when the announcement was made. Cameroon hosted that very prestigious competition, and we saw great mobilization, especially in all the host cities. And unfortunately, Cameroon didn't take the cup. It was carried by Morocco, and for the second consecutive time. And in all that, we shall be visiting those very high moments where we got to discover new players. We talk of the opening match that Cameroon gracefully carried the day. And all that will be yours as we unveil this package today. Vous avez tout à fait raison. Une compétition organisée par le Cameroun, une compétition qui préparait bien évidemment l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations Total Energy 2021. Une compétition organisée surtout dans un contexte particulier, le Covid-19. On va prendre ce reportage de David Kembe et on en parle avec nos consultants ce soir. Le CHAN, janvier-février 2021. C'était une série dont personne ou presque ne voulait rater un épisode. Surtout pas en temps de Covid, où le spectre des reports et l'adrénaline se faisaient rares sur les terrains de sport. Le pari camerounais lors de cet événement a été une réussite au rang africain et même mondial. Organisateur, le pays des Lions indomptables saisit la balle au rebond pour démontrer lors des cérémonies d'ouverture et de clôture ses surprenants atouts touristiques. Dans les gradins et autres fan zones, la mobilisation est au rendez-vous. Côté infrastructure sportive, les 50 000 places ultra chic et modernes de Djapoma à Douala, les 40 000 places du stade Amadou Ahidjo de Yaoundé, rénovées aux couleurs nationales, sans oublier celle de Limbé, à la lisière du Mont Cameroun et même celle de Bafoussam dans les hauts plateaux de l'Ouest ont mis d'accord tous les sceptiques. Sur ce volet, le doute a été très vite botté en touche. Sur le moment, il fallait gérer l'invité surprise Covid. Là encore, pas de panique, le gouvernement a sorti son arsenal santé pour contenir l'adversaire invisible. Hommes de médias, spectateurs, joueurs et encadreurs, tous étaient sommés de brandir un test négatif pour avoir accès aux différents stades.
À la fin de la compétition, le registre santé du CHAN pointe 0 décès et quelques cas positifs, bien sûr, maîtrisés. Sur les pelouses, les acteurs ont fait une belle démonstration de la maîtrise du ballon rond. Match de poule, quart de finale, demi-finale et finale, à chaque niveau du jeu, l'on ne s'est pas du tout ennuyé. L'enjeu était respecté. Les Lions indomptables, éliminés en demi-finale avec fair play, ont reconnu leurs manquements. Le Maroc, avec un parcours presque sans faute, a soulevé la coupe avec en prime celle du meilleur buteur de la compétition. On va remercier Déby Kembe. Emmanuel Bancolon commence rapidement. Le championnat d'Afrique des Nations, Paris réussi côté organisation, même avec le Covid-19. Oui, Paris réussi et puis démonstration sur le plan international de ce que le Cameroun, au-delà d'être une grande nation sur le plan politique, est une grande nation sur le plan sportif. Parce que le Cameroun, il faut bien le dire, est à ce moment-là la seule nation qui aura pris le risque d'organiser une compétition comme celle-là avec public au niveau des gradins. La question c'était quels seront les jalons sur lesquels le Cameroun devrait s'appuyer pour pouvoir avoir la maîtrise sur le plan sanitaire du public. Et le Cameroun a fait montre de ce que, justement, sur son sol, il y avait des personnes qui avaient la maîtrise. On a bien vu le déploiement sur le plan sanitaire mis en place par le ministre de la Santé. Et on a bien vu aussi le fait du peuple camerounais qui aura été un peuple discipliné et qui aura même mis au pas ces différents invités. Parce que, quels que soient les cas, ils sont arrivés au Cameroun et ils ont rencontré et trouvé un peuple prêt, trouvé un peuple discipliné qui a permis simplement d'orienter les uns et les autres vers le respect des différentes mesures Même barrières. si on n'a pas gagné la compétition, c'est vrai qu'on aurait voulu gagner la compétition à Oui, domicile. c'est vrai, mais il faut dire que la première victoire était celle de l'organisation. Et le Cameroun a gagné ce pari-là. Maintenant, après, on a franchi quand même une étape. C'est-à-dire que de toute notre histoire, pour ce qui est du CHAN, c'était quand même la première fois aussi qu'on atteint le cap des demi-finales. Donc, il y a eu progression sur le plan sportif, mais il y a eu maîtrise sur le plan administratif. Et je crois que le Cameroun a impressionné l'ensemble de la planète sport. I want just to come back to this aspect of COVID-19. Before the game, it was made known to the public that only 25% of the stadium will be occupied, and there was this also rush for access tickets. Now, when you look at the mobilization around this aspect of when it comes to the spectators, we have the impression that the organization was not really on point. Talking to a few who actually witnessed this event, they told us the access, the modalities of accessing these stadiums during encounters was basically on paper, because when you look at the platforms, they were more than 25%. Do you think at that level Cameroun was, the organization committee was on point? Non, mais ce qu'on n'explique pas assez aux gens, c'est qu'il y a eu un switch. On est parti de 25% à 50%. Et pourquoi on est parti de 25% à 50%? C'est simplement parce que le Cameroun aura convaincu par rapport à la maîtrise de la pandémie et de ses effets, et même à la maîtrise même de la jauge par rapport au public. Donc, moi, je ne pense pas qu'il y ait eu une seule fausse note du Cameroun dans la compétition. On a bien vu aussi, hein, c'est vrai qu'on peut l'évoquer, le public qui s'est laissé aller dans ce match contre la RDC, mais ça, c'est des choses qu'on ne voit pas que sur le sol camerounais. C'est-à-dire que ces moments de joie-là où on se laisse aller, et vous avez bien vu que correction aurait été faite après le CHAN, lors des matchs éliminatoires de Coupe du Monde et tout cela, c'est que le Cameroun aussi a très rapidement appris de ces éléments-là. Mais sur l'ensemble, on sait que le Cameroun aurait été félicité par l'ensemble de la planète football, parce qu'il fallait pouvoir prendre le risque déjà. Même ceux qui sont mieux nantis que nous n'ont pas pris le risque à cette période-là de pouvoir organiser une compétition. La preuve, c'est que l'Euro a été repoussé en 2021 pour dire combien le Cameroun aura pris des risques et combien le Cameroun aura démontré justement qu'il est une nation disciplinée et que c'est un sol où vous trouvez des personnes
qui ont la qualité et la capacité nécessaires pour pouvoir gérer certains événements. Maxwell Nana, vous êtes certes un athlète de combat, mais le football, ça vous parle aussi? Très peu, très peu. Vous n'avez pas joué dans l'enfance, le football? Juste un tout petit peu, mais beaucoup plus de sport de combat. Le 2-0 du quartier, pas du tout? Un peu, si. Mais justement, pendant le CHAN, vous étiez au Cameroun? Non. J'étais du côté du Congo, Ouais. où il fallait faire un stage. Un stage. Oui. Junior Anoma, certainement, on a tous vécu le CHAN ici au Cameroun. On sait que le Cameroun est devenu une grande nation en termes d'organisation d'événements. Le CHAN qui nous préparait pour la CAN 2021 qui va se disputer l'année prochaine, du 9 janvier au 6 février 2021. Un CHAN qui, du moins, on a réussi le pari. Bien sûr, on va dire que le pari va être réussi pour l'organisation de la CAN d'ici 2 semaines. Vous avez vu avec l'organisation de la CHAN ici au pays, c'est d'abord un jalon d'essai. Un jalon d'essai pour préparer les compétitions comme les compétitions majeures qui va être un bon aboutissement avec l'organisation de la CAN ici au pays. Il faut dire ici là que le Cameroun est un pays comme le Bankolo, Emmanuel Bankolo l'a si bien soulevé, de prendre le risque d'organiser une CHAN qui est passée dans une organisation de 16 équipes et d'assumer de partir à 24 équipes, c'est avoir beaucoup de courage et qui a été vraiment félicité. Nous avons participé ici là à la CAN, au CHAN. C'est vrai que sur le plan de la performance, c'était aussi pas mal parce que nous sommes passés on est quand même en demi-finale, ce qui était la première fois que nous allons en demi-finale. Ça veut dire que les performances étaient vraiment croissantes. Et c'est dans les nouvelles infrastructures que nous avons ici au pays, les stades que nous avons ici, là, que le gouvernement est en train de construire, que nous avons utilisé ces stades-là pour pouvoir améliorer les conditions de compétition par rapport, par exemple, à la pandémie du Covid qui a sévi il y a de cela. Et la pandémie est toujours présente, hein? Elle est toujours présente. On devra faire avec. C'est même une occasion pour nous, nous en profitons parce qu'avec l'organisation de ces compétitions, nous avons plus à mettre les petits plans dans les grands et pour pouvoir peut-être arranger certaines conditions qui étaient peut-être défavorables et les transformer en une situation positive. Je pense bien que d'ici 2 semaines, l'organisation de la CAN qui va être là. Nous avons d'ailleurs joué des compétitions sur le CHAN, qui étaient des compétitions basées sur les équipes locaux. On va parler véritablement de la deuxième articulation de cette édition. Vous le disiez, on va parler à présent de volleyball. Le Cameroun, 3 fois sur le toit de l'Afrique. On prend ce reportage et on revient juste après. Comme en 2017 à domicile et 2019 en Égypte, la chasse pour les Lions indomptables à la CAN de volleyball au Rwanda a été excellente. Dans un Kigali Arena dégarni, le Cameroun règne en roi, battant successivement au premier tour le Kenya, la Tunisie, le Burundi et la République démocratique du Congo, chaque fois sur le score sans appel de 3-7-0. Alors que la compétition semble s'arrêter avant la finale, avec 2 jours de repos, les filles de l'entraîneur Jean-René Akono ne baissent pas les bras et rééditent l'exploit d'éliminer par 3-7-0 la sélection du Nigeria lors des demi-finales, soit 25-13, 35-33 et 25-13. Les retrouvailles entre Camerounaises et Kenyanes à la finale vont tourner à l'avantage du Cameroun qui réussit à faire plier son adversaire aux 2 premiers sets, 25-21, 25-23. Jouant sur la carte expérience, le Kenya, 9 fois champion d'Afrique, va se réveiller au 3e set en faisant pencher le score à son avantage, 25-15. Mais ce sera sans compter sur les qualités de Christelle Nana et ses coéquipières qui plient le match au 4e set, 25-23. 3 manches à 1, le Cameroun est de nouveau sur le toit de l'Afrique avec Christelle Nana et Laetitia Mouma, respectivement meilleures joueuses et meilleures passeuses. Now, from that report, you have the impression that success has located that Cameroonian team there when it comes to volleyball, the 3rd time champions of Africa, and we have the impression that this might continue. Now, let's move over to the coach. Now, when you look at this team, what can you say was their strong point up to this moment when they are taking the cup for the 3rd time? You know, having to do these performances at a high level is because of many correlations between the activities of the government, the federation, the participation of the staff, and even the players. It is not to be leaving apart one of these factors, and I think that the Cameroonian Federation, Volleyball Federation, has done a lot. It's a work that started since maybe 2013 with
with the accession of the new president of the Federation, Mr. Julien Serge Abouem, who did not say, who cannot say he came and started and begun everything in volleyball, but he came with a politics that had to put an objective for the national teams that are going to do high performances. I think he came with a politics trying to bring the teams with objectives of winning competitions. With that doing, we need to. We had the support of the government and the federation that had its policies that all of us know. Can even come back to it later, and we have the restructurization of the federation, the team, and the appointment of new coaches. We have new players, and also we have the fact that we have to build up with the transition of some players that were supposed to leave the team because of maybe their age, because of their ages. We have to look for a good combination to have a good team based up with former, let me not say former players, but players of high experience with young players. Try to look for this alchemy that's going to give us performances. I think that's the work that has been done since 2013, at the first level, to have these performances that we have today. Coach Anoma, on sait tous que cette équipe, on l'a vu avancer. Le Kenya était notre bête noire, le Kenya qui est 9 fois champion d'Afrique, et le Cameroun réussit à aligner comme ça 1 fois, 2 fois, 3 fois. On a aussi peur de cette équipe qui vieillit un peu. Ben justement, nous avons toujours, je venais de dire tantôt ici en anglais que ce qui est le plus important dans une équipe, c'est de pérenniser peut-être les performances. Et en essayant de faire ça, c'est d'avoir une continuité peut-être des joueurs qui pourront abonner peut-être la performance de haut niveau. Et ça, il y a une politique gouvernementale qui prône beaucoup plus la juvénisation peut-être des équipes. Je vais vous donner peut-être un aspect qui va être peut-être criard pour vous. À partir de 2013, où le président Abouem a accédé à la fédération, il y avait 3 filles. De 2013 jusqu'à 2017, où on gagne le premier sacre africain avec les dames, il n'y avait que 4 filles qui étaient avant 2013. Après 2013, après 2017 à 2019, il n'en restait que 2 filles qui étaient avant l'accession de M. Abouem à la présidence. Maintenant, en 2021, il n'y avait qu'une seule qui restait. Ça veut dire que, si vous prenez peut-être l'analyse simple, ça veut dire qu'il y a une certaine renouvellement de l'effectif des joueurs et qui gardent toujours cette performance, qui gardent toujours une haute performance pour pouvoir faire ces résultats. Et c'est un travail que, si on entre dans les détails, vous allez voir que c'est vraiment titanesque. Et je pense qu'on va féliciter tout le monde, que ce soit le pouvoir public, par l'État du Cameroun qui nous encourage par le financement des activités de l'équipe nationale, la fédération qui fait tout, les voies et moyens pour nous mettre dans des conditions de travail, le staff qui fait tout, on se donne corps et âme pour pouvoir mettre les filles dans les meilleures conditions de travail. Coach Anoma, lorsqu'on vous écoute, on ne va pas passer l'actualité, la presse a grandement relayé. Le Cameroun rentre du Rwanda, on a cette lettre de Christelle Nana, on a ce problème des primes. Lorsqu'on vous écoute actuellement, on a l'impression que tout est allé sur des roulettes. Pourquoi le problème éternel de primes apparaît toujours? Monsieur Kamla, je vais vous dire, dans chaque famille, il y a toujours des petits couacs qui vont toujours arriver. Je pense que ces problèmes de primes ne se posent plus aujourd'hui, parce qu'il y a eu un petit retard que le président de la fédération a envie de faire de pouvoir éclaircir. Et je pense que jusqu'à présent, tout le monde, sauf si je me trompe, parce qu'il y a le communicateur de l'Afrique Afro, Emmanuel Bankolo, pour qui ne est pas là, citer. tous les primes ont été payées jusqu'à présent. Et les primes qui étaient mises à la disposition de la fédération ont été payées aux filles, mais il reste encore une partie que quand ça serait mis à la disposition peut-être de la fédération, je pense que tout le monde entrait dans ses frais. Donc je pense que à ce niveau, il n'y a pas de souci. Peut-être qu'il y a eu un problème de communication qui a fait en sorte que les filles n'ont pas eu la communication très tôt, ou bien je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais on peut parler de précipitation alors? Elles se sont précipitées lorsqu'elles ont envoyé cette lettre ouverte, relayée grandement par la presse pour dire on est 3 fois champion d'Afrique, mais on n'a pas encore nos primes jusqu'à présent. Je ne sais pas trop, je ne peux pas m'aventurer là-dessus parce que je pense qu'il y a peut-être, je ne sais pas ce qui s'est passé réellement, mais je pense qu'il y a eu une erreur ou bien un retard dans la communication. Let's get back to some of the high points of this competition that took place in Yaoundé by Matt Ambani.
Le Cameroun a certes perdu la finale de cette compétition contre l'Angola, mais les Lions n'ont pas démérité. Ces dernières ont fait un parcours sans faute lors de la phase de poule en remportant tous leurs matchs contre la République démocratique du Congo, le Nigeria et le Kenya. Les pouliches de Serge Christian Guebogo ont terminé premières dans la poule B, sans oublier leur victoire lors des quarts de finale et demi-finale. Menée sur un large score de 25-15 lors de la finale au Palais Polyvalent des Sports de Yaoundé contre les tenantes du titre, les Palancras Negras de l'Angola, 13 fois champions d'Afrique. Les Lions ont atteint leur meilleure performance ces dernières années, mais n'ont pas pu trouver le moyen de venir à bout des Angolaises. Le secrétaire général de la présidence de la République, Ferdinand Ngongo, a remis le trophée tant convoité aux Angolaises, tout en félicitant les Camerounaises pour leur combativité. Si les Lions accusent le coup, elles mesurent néanmoins le chemin parcouru. Le Cameroun perd ainsi sa 4e finale de la Coupe d'Afrique des Nations féminines après les éditions de 1979, 1987 et 2004. Mais on retiendra que pour cette 24e édition, la Camerounaise Eko Karishma est sans doute la meilleure joueuse de la compétition. On retiendra également les belles performances de Abia Bakonbert, la gardienne de but, élue femme du match de la finale. Les Lions indomptables, désormais vice-championnes, se sont qualifiées pour le Mondial 2021, tout comme les 3 autres demi-finalistes de cette compétition. Malheureusement, elles ont été éliminées après 3 défaites en autant de matchs. Les Lions s'inclinent face à la Pologne. La qualification des Lions indomptables pour ce mondial avait suscité un grand espoir chez les supporters. Mais au finish, cet espoir a été douché par les 3 défaites synonymes d'élimination au premier tour. Merci beaucoup Martin Bani. On revenait sur cette compétition organisée ici même à Yaoundé, le Cameroun qui perdait en finale, mais qui a quand même obtenu son ticket pour le championnat du monde. Malheureusement, un tour en Espagne, ça n'a pas été évident. Le Cameroun a été carrément battu. Emmanuel Bankolo, on reviendra certainement sur ces conditions d'entraînement pour ces joueuses de handball au stade Mateko. Ce n'était pas du tout évident. On peut comprendre cette victoire, du moins ici au Cameroun, cette place de finalistes, mais cette place de dernière au championnat du monde. Il faut dire quand même que déjà que même avec une bonne préparation, on n'allait pas pour gagner la Coupe du Monde, mais on allait pour peut-être gagner un match, pourquoi pas? Peut-être même 2. Pourquoi pas se qualifier pour le second tour? C'est dommage. Mais maintenant, je crois que ça doit appeler à beaucoup plus de responsabilités aussi à ceux qui ont en charge la gestion de notre sport, ceux qui sont en charge des exécutifs fédéraux. Parce que, vous savez, il y a une telle facilité chez nous à reverser les choses sur le dos du gouvernement que dès que ça ne marche pas, on prend une certaine presse qui a pour rôle simplement de dire c'est le ministère des Sports, c'est le gouvernement de la République. Vous avez bien vu que pour une bonne préparation, on a eu des Lions qui ont été finalistes. Alors, il s'est passé quand même quelque chose. C'est que l'État du Cameroun, via le ministère des Sports, a mis près d'1 milliard de francs dans la CAN organisée au Cameroun. Et qu'en finale, vous avez des filles qui ont reçu un chèque de 15 000 €. Et on leur a fait savoir que le chèque devrait servir à leur préparation, tout au moins sur le plan externe, par rapport à la Coupe du Monde. Maintenant, un autre élément, et je ne comprends pas comment on a réussi ça à la FECAHAN, c'est-à-dire de ne pas se mettre dans la projection. Pourquoi? Si on peut faire budgétiser la CAN et que ça doit rentrer dans le budget du ministère des Sports, ça veut dire qu'on aurait dû considérer qu'on était qualifié pour la Coupe du Monde et faire rentrer justement la préparation de cette compétition dans le budget, quitte à ce qu'après on ne soit pas qualifié et qu'on retranche. Mais seulement, ce qu'on n'a pas assez expliqué aux uns aux autres, c'est que la préparation à la Coupe du Monde n'a pas été un élément qui faisait partie du budget du ministère des Sports. Conséquence, il fallait donc négocier une rallonge par rapport à cela. Autre élément, c'est que les 15 000 € n'ont jamais été utilisés à la préparation en externe de la sélection. Parce que si vous avez des filles que vous tenez... Emmanuel, c'est leur salaire. Ils sont arrivés en finale. Les 15 000 € qu'on a donnés, est-ce que c'était pour qu'on reverse dans la préparation? Non, justement. Mais seulement, les filles ont fait... elles ont fait le dos rond et elles se sont dit, le plus important,
c'est le handball, c'est la fédération, c'est le Cameroun, c'est la compétition. Puisque les mêmes filles, précédemment, toutefois, qu'elles avaient un chèque, c'était redistribué très rapidement. Mais là, ok, on a dit, bon, ça va aider à vous préparer pour la compétition, tout au moins sur le plan externe. Et les filles ont dit, ok. Sauf que le coach se rend bien compte après qu'il est pratiquement à 3 semaines ou encore à 17 jours de la compétition, il faut faire quelque chose. Il appelle les filles, les regroupe et essaye simplement de commencer par un footing. Bon, maintenant, la CIATV apprend que la FECAHAN a lancé la sélection. Vous voulez dire que c'est la CIATV qui... Non, mais la CIATV n'a joué que son rôle, il faut le dire. C'est-à-dire qu'à la CIATV, on apprend que la FECAHAN, la sélection à l'entraînement, et il faut fouiner. Sauf que la caméra tombe sur une équipe qui s'entraîne au bord de la route. Fuyant les motos et les voitures. Fuyant les motos, les voitures. Mais qu'est-ce que la CIATV fait? Elle joue son rôle. Elle renvoie l'élément. Maintenant que l'élément fait un buzz, bon, ça, ce n'est plus le problème. Ce qu'on va retenir, c'est que l'équipe arrivée en Espagne n'a quasiment... Et dû à un fait, Merlin, le coach Anoma sait que ça vous coûte entre 5 à 7 millions une préparation en externe. Donc, si on avait utilisé les 15 000 € à préparer cette fille, quand elle devrait être prise en charge par le gouvernement via le ministère des Sports... Vous pensez qu'on devait la rembourser? Non, mais ça aurait été beaucoup plus efficient encore en termes de résultats. Parce que les filles, elles vous demandent quoi? Elles sont à domicile, 2 séances d'entraînement, avoir un peu le casse-croûte et quelques frais de taxi. Mais 15 000 € auraient suffi largement à pouvoir mettre ces filles en camp un mois et demi avant. Ça, il faut être sérieux. Donc moi, je crois que le résultat obtenu par le Cameroun à cette Coupe du Monde devrait simplement pouvoir permettre à ceux de la Fédération camerounaise de handball de pouvoir faire une introspection et de se dire simplement plus jamais ça. De se dire, si on est beaucoup plus sérieux, on peut aller, je sors par un point. Mais là, quand est-ce que vous avez appris qu'il y a une académie de handball quelque part, que ce soit Yaoundé, Douala, Ngaoundéré, tant on sait qu'on a souvent eu de... Vous revenez sur l'aspect sport-études qui devrait finalement... Au-delà du sport-études, il y a un problème avec notre handball. C'est quoi le handball à la base? C'est sous-tendu par quoi aujourd'hui? C'est cette réflexion qui a poussé, par exemple, le président de la Fédération camerounaise de volleyball, quand il arrive, de se dire, il faut mettre des jalons de volleyball aux écoles, du volleyball dès les U15, des championnats des académies, parce que c'est là qu'on va détecter et on peut pouvoir avoir une traçabilité. Donc, tant que vous n'avez pas ces éléments-là, des sélections intermédiaires, tant que vous ne mettez pas en place une base solide, mais vous aurez toujours des problèmes au niveau simplement du haut. C'est compris, Emmanuel. On a un véritable problème. C'est compris, Emmanuel. On rappelle que le bilan du Cameroun a été un peu plutôt catastrophique au championnat du monde de handball, alors que nous étions vice-champions. Et ce palmarès, c'est le cas pour ces athlètes qui sont allés aux Jeux Olympiques. Maxwell, les Jeux Olympiques, ça vous parle, j'imagine, certainement porter haut le flambeau du Cameroun aux Jeux Olympiques? Bien évidemment, mais là, je pense qu'aujourd'hui, le sambo est devenu une discipline olympique à part entière. Oui, on annonce déjà cette discipline aux Jeux Olympiques. Oui, oui. Donc, nous sommes actuellement dans l'optique de la visée de Paris 2024 et la préparation doit être très solide. Le président Bassi parlait d'une expérimentation en 2024 et finalement, c'est en 2028 que ce sera définitivement installé comme une discipline olympique. Oui, la Fédération internationale nous a fait part de que en 2024, ça sera un peu comme en termes de démonstration. Tout à fait. Question de montrer au public qu'est-ce qu'est le sambo. Et puis en 2028, une compétition proprement dite. Je vous propose... Est-ce que la médaille ne comptera pas? Je prends un exemple, Maxwell. Si vous êtes champion olympique en 2024, ce sera quoi? Une médaille expérimentale ou bien c'est une médaille olympique? Ça sera une médaille olympique. Et voilà.
Ben, on parle des Jeux Olympiques. Vous permettez, messieurs, qu'on revienne. Vous le savez tous, le Cameroun a participé aux Jeux Olympiques et aux Jeux Paralympiques. Malheureusement, la moisson n'a pas été bonne de ce côté-là. On est rentré comme on est parti, sans aucune médaille. Avec Samuel Billon, pourquoi pas revenir sur cette belle rencontre, ce match d'Emilienne Tiako et Sombe, qui perdait finalement face à la japonaise. On va revenir sur ce reportage de Samuel Billon, qui était notre envoyé spécial du côté du Japon pour vivre les Jeux Olympiques. Dernière bataille pour la Cameroun Olympic Team ici à Tokyo. Une nouvelle chance de conquête du podium pour le porte-étendard. Déjà battu en huitième de finale, 10-0 en 2 minutes 28 secondes par la double championne du monde japonaise de 24 ans, Mayu Mukaida. Joseph Emilienne et Sombe Tiako montent à nouveau sur le tapis ce vendredi contre la polonaise Roxana Zazina Marta, 32 ans, battue en quart de finale par Mayu Mukaida, qui a validé son ticket pour la finale. C'est cette qualification qui remet Joseph Emilienne et Sombe Tiako en course pour la médaille de bronze, ultime opportunité à capitaliser pour la championne d'Afrique qui fait face aux réalités du haut niveau. Les Jeux Olympiques sont véritablement le rendez-vous des meilleurs sportifs. Seuls les plus méritants et les mieux préparés ont accès au podium. Now, that was Cameroon's 15th participation in the Olympic Games that was recently hosted by Tokyo, and 12 athletes actually left Cameroon to participate in 7 disciplines. Now, it's just unfortunate that we had them come back empty-handed, and this has been the case in previous editions. Until now, we are facing other situations when it comes to selecting some of these athletes, and there's also this concern of their stay over there at the Olympic Village. You have to maintain their security. There's so much that comes in play when you have to evaluate the performances of this athlete. Coach, what can the Cameroon Olympic Commission actually do to stabilize this aspect of bringing up a well-trained and defined athletes to participate in the Olympic Games? Well, I'll first start by saying that the fact that we had only 12 athletes this last Olympic Games in Tokyo is something that we have to take it very relevant. It means that the number of participants that we had at Rio 2016 and 2020, it has really reduced considerably. That means that there's surely a problem in terms of performances. Either the Olympic Committee should put in place a politics that maybe they can help in to maybe bring in more investment, to bring more support in order to prepare athletes for this competition, because we know that the Olympic Committee used to have some difficulties in the follow-up of some athletes who have their planification. There are many problems during the preparation of athletes. I think the Olympic Committee we need to group to make sure that the number of participants at the Olympic Games, first of all, the number of participants should grow up in order to have the chances, in order to make to have the chances of getting medals there in the Olympic Games. That's the first aspect. The second aspect, I think, is to try to bring up a politic that's going to bring up more competitions, because there's nothing that's going to prepare an athlete or a team for a competition than being competitive. I'm going to take also an example. That's also an element that is but we'll come back to our sport, volleyball. That's an element that brought a lot of performances to volleyball competition, because from 2014, I remember we participated after the the World Championship in 2014. Thereafter, Cameroon female volleyball team has been participating at the African Games. We went after in all competitions the world had. When we arrived in 2017, we did our preparation in Brazil. We participated in many competitions that prepared us to be competitive to win the first African Championship here in Yaoundé. And thereafter, I've really forgotten to say that we went to the World Grand Prix that was even organized here in Cameroon. These competitions where we have teams like France, Venezuela, Algeria that came and played here, and then we went after around to Trinidad and Tobago. Those are competitions that are going to prepare a team. I think the Olympic Committee should try to enroll most of our teams in competition, even though they are not qualified. But it serves in terms of preparation for these athletes if they're in individual competitions and even for collective sports, to be prepared for competitions that are going to qualify them for the Olympic Games. But we have the African Games, and we see that
our athletes do not actually meet up to some of those standards that should qualify them to participate in the Olympic Games. It is not left for just the decision makers to put those talents in them. Now we have so many Olympic clubs, athletic clubs that should be dotted with material, finances to bring them up. Now, I think that is where the level is, but when it comes to their performances and their qualification to participate in the game, it's at the level of the athletes. I think we need to have to analyze things as they are. In 2016, we had more athletes in the competition. In 2020, we had lesser. It means that if the problem is not maybe for the athletes, I think we need to add more competitions for the players to be prepared. I think in terms of preparation, I don't know if it is finance or if it's in terms of competition, because there are many competitions that are not qualified for, that do not qualify for any other for competition, but it makes a team to be competitive. Being the best, we have a world champion here, we have a communicator here. I think as a coach, there is nothing that's more guaranteed to prepare somebody for to be competitive than being in competitions. Okay, so you think coming back with no medal is just been normal? We cannot say it is been normal, because in every situation we have to draw out the consequences, and we benefit from the consequences in order to move ahead. If we did not have any medal this time around, we should stand up, put up the problem put the problem down. What's the cause of these results? When we have the cause, we have something in Cameroon. I think everybody should come down to it. There is a problem of planification here in Cameroon. Yeah. I think if we have a planification on everything, when you have a good planification, you have a programmation of what you have planified. After the programmation of planified, you have the realization of what you have to do. And even that realization, you have the control of these performances. If you have all this in place, and when you are controlling, I think as a coach, when you are controlling these performances, you can control only in competition. The control of these performances, it gives you the idea of where your team is, the level of preparedness your team is, and you can prepare, you can even base yourself on these results now to say, no, my team is keeping prepared to have the level to win maybe this competition. It's not something that's going to come as if it's as a result of luck or nothing. It is a scientific. We have to planify things. We have to program them. We have to do that. Is irrespective of all other aspects that are going to come into performances as coming as to the budget and all the rest. I mean, as in a well-organized system, these aspects need to come in place so that every performance that comes and has to stay should be as a result of something that's been prepared. Because if you have a result, I'm saying, and I think it's a good example having the Cameroon Volleyball Federation. If we have won the African Nations Cup 3 times consecutively, you cannot say it is by luck. C'est pas juste la chance. That's what I'm trying to bring up. And I think all other people, all other federations, every other institution that prompts results, positive results, should base themselves to try to look around and say, what has these people done to have this result, and try to work on that and see if they're not going to benefit from it. I think, in spite of the bad results, we are also thankful that there were no escapees this time. We can also say it's a good, but I don't know where it intervenes if it's a good result, if they escaped or not. I don't think, because I'm a coach, I just base myself on the results. There are many players, I would say, Mr. Dixon, there are many athletes that have gone through competitions, and they have become even greater players today with higher performance because they even escaped, as you are saying, and they came back to their original country to compete for Cameroon with higher performances because they gained from the experiences they were from where they were in order to become more performant. I don't know if it's it's not a good advice or a bad advice, but that's not my problem as a technician. It's not important for me. Emmanuel, peut-être vous avez le dernier mot sur ce sujet. Vous pensez comme le coach Anoma, chez nous, on a l'impression que les compétitions nous surprennent, on ne se prépare pas, on ne prépare pas grandement les compétitions, on attend toujours 2-3 semaines pour entrer en stage et se dit qu'on pourra faire un miracle. Mais là, vous voyez que chez nous, on a l'impression que programmation et planification ne sont des termes que sur le plan politique, sur le plan du budget de la nation. Pourtant, ce sont 2 termes importants dans le sport. Je vous posais la question tout à l'heure de savoir est-ce que vous avez déjà entendu parler d'une académie de handball quelque part. Comment vous faites pour arriver à la compétence, au résultat,
si vous n'êtes pas partie de la planification, de la programmation. On n'a pas l'académie partout. Je prends le cas du judo. On a été souvent très fort en judo. Malheureusement, les judokas sont vous avez des clubs de judo. Vous avez des clubs de judo partout. Vous comprenez? De plus en plus, vous avez des clubs de sambo partout, où vous avez des jeunes qui arrivent à 4 ans, à 6 ans. Et il y a une certaine planification par rapport à leur carrière. Donc, c'est pour cela que le coach Anouma a évoqué le comité national olympique sportif du Cameroun. C'est là qu'on travaille sur la planification, sur la programmation de concert avec les fédérations. Vous comprenez un peu? Aujourd'hui, si vous allez à la Fédération camerounaise de volleyball, on vous dira en dame et en monsieur les athlètes sur lesquels, à 98%, on compte pour les JO de 2028, de 2032. Parce qu'il y a une planification, il y a une programmation. Donc, pour être efficient, il faut passer par ces cases-là. Donc, maintenant qu'on a un mouvement sportif où on veut faire croire que tout peut être instantané, non, il faut faire attention. Il faut faire attention. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, au niveau du Comité national olympique, on doit, de concert avec les fédérations, travailler sur qui sont ceux des athlètes qui présentent des velléités à pouvoir être les champions de demain. Les mettre dans un programme spécifique qui leur permette dans 4 ans, dans 8 ans, d'être des champions du monde, des champions olympiques. Parce que ceux qui sont champions du monde, champions olympiques, ne sont pas différents de nos jeunes gens. Mais c'est un problème d'encadrement qui ne dit pas toujours qu'il faut être super milliardaire, une nation super milliardaire. Non, c'est d'abord un problème de volonté. Et derrière, l'encadrement. Je prends son exemple. Il est dans le sambo. En quelques secondes, on va changer de sujet, Emmanuel. Il est dans le sambo. Comment on fait pour être sûr d'un garçon qui, dans 4 ans, dans 8 ans, pourrait être champion du monde comme lui ou champion olympique? On travaille. C'est qu'il y a, on planifie. Il y a une mise en place entre la fédération et le comité national olympique. Lui, il est champion. Un technicien du comité national olympique se rapproche de lui et dit: des enfants de 8 ans et de 12 ans que tu vois, qui pour toi dégage quelque chose? Il dit: il y a un tel, il y a un tel. On les observe. On fait venir des formateurs, des experts internationaux qui ont en charge la formation, qui sûrement vont dire la même chose, et on les met dans un programme spécifique qui leur permet d'être des champions de sambo. Emmanuel, c'est compris. On va parler à présent des sports de combat. Vous le savez, le Cameroun a toujours la palme d'or en termes de sports de combat. Je vous propose de prendre juste une légère transition. Après cette transition, on parlera principalement de sambo. On parlera aussi de MMA. On prend une transition et on revient. Et parlant de sport de combat, vous le savez, le Cameroun a vibré au rythme des prouesses de Francis Ngannou. Lui, il est venu au Cameroun présenter sa ceinture, champion du monde de poids lourd de MMA. On refait son parcours, c'est dans ce reportage de Dixon Achou. Described by the Ultimate Fighting Championship president Dana White as a big, scary-looking heavyweight who viciously knocks people out, this is the moment this son of Bati in the West region threw a historic punch, knocking out American-born Stipe Miocic to announce a new successor at the top of the heavyweight division of UFC. This is March 2021 at UFC 260 Arena, Las Vegas, America. A third African-born UFC champion emerges, topping the heavyweight division, and it's named the world's strongest fighter, bringing his record to 16 wins and 3 losses, no draws. Today's glory, 12 knockouts and 4 submissions. His victims: Curtis Blade in 2018, Cain Velasquez in 2019, like Junior Dos Santos in the same year, Jairzinho Rozenstruik in 2020, and his most recent prey, Stipe Miocic in 2021. Ngannou had earlier lost to Stipe in 2018 during his first participation in UFC, and then to Derek Lewis shortly after, but revenge was worth this title. 35-year-old Francis Ngannou, with a difficult past, had braved life hurdles, going the trans-Saharan way, crossing the Mediterranean in search for greener pastures in Europe. His homecoming is triumphant. I
wanted to once again thank you, all of you, and all the Cameroon people. I think we are all invincible because we carry an untamable and an unfathomable force. He has fast become a model among the youths in Cameroon. Received at higher levels, Francis Ngannou preaches endurance but forbids the suicidal Saharan path to Europe for ambitious youth as he encourages the practice of martial arts with a foundation to the cause. I decided to be that person for other kids who are out here, and probably some of them have a dream that I had. Francis Ngannou then makes his debut in Hollywood in the long-anticipated Fast and Furious movie, but in mind, Ngannou knows he has a reputation and a title to keep at UFC. Come January 22, 2022, French-born unbeatable Cyril Gane awaits his former training partner for a historic showdown. Maxwell, on vient de suivre ce reportage de Francis Ngannou, mais je suis particulièrement séduit par votre ceinture, celle que vous portez à l'instant, une ceinture de champion du monde remportée il y a quelques jours seulement du côté de la Russie au tournoi Vladimir Poutine, le président de la Russie. Ça a été facile d'arracher cette ceinture? Je pense que ça n'a pas été facile, mais parce que même déjà les conditions dans lesquelles je me suis déplacé du Cameroun pour la Russie n'ont pas du tout été évidentes. Déjà que je pars du Cameroun la veille de mon combat et j'arrive au lieu de compétition 15 minutes avant mon combat. Vous n'avez pas eu le temps de vous échauffer? Du tout. Pas du tout. J'arrive en Russie, mon combat avait été programmé samedi à 19h et j'arrive effectivement sur le lieu de compétition en Russie. Le samedi, il est sensiblement 18h48. Donc, ce n'était pas évident On est à moins 10 degrés Celsius. Et il fait excessivement froid là en Russie. Oui. Il fait excessivement froid. Je suis fatigué, deux jours de voyage. Donc, ce n'est pas évident. On dit au quartier qu'ils ne savaient pas que vous mangez beaucoup le pilé, le macabo, ce qui vous fortifie. Champion du monde, vous revenez avec une médaille en or et une ceinture. À votre avis, qu'est-ce qui a bien marché? C'est vrai qu'on se rappelle, il y a quelques mois en Ouzbékistan, vous remportiez le titre de la médaille en or. Oui. Quelques mois après, vous êtes en Russie, vous remportez une autre médaille en or. Qu'est-ce qui marche bien? Est-ce que vous pensez que les sports de combat au Cameroun se portent plutôt bien? Surtout qu'on sait, Ndjimulu Seydou l'avait aussi remporté. Ça s'enchaîne un peu côté sport de combat avec les médailles en or sur le plan mondial. Mais là, je pense que maintenant, ce que nous avons compris et que nous essayons de transmettre, c'est que la préparation est la mère de toutes choses. On ne peut pas se sentir prêt ou bien au top si on ne se prépare pas. Comme mon confrère disait tout à l'heure, la planification et la programmation. On sait que d'ici le mois de juin, le Cameroun va abriter par exemple le championnat d'Afrique. Il faut faire une programmation dans les stages, tant bien externes qu'internes, le suivi des athlètes, un athlète personnellement, par exemple, son hygiène de vie, peut-être, je ne sais pas, comment est-ce qu'il dort, comment est-ce qu'il travaille, comment est-ce qu'il... Prenons votre cas principalement, oui. Votre hygiène de vie, c'est comment? Moi, vous n'avez pas d'alcool, vous travaillez tous les jours. C'est quoi l'hygiène de vie d'un champion du monde? Je pense que pour arriver à cette étape, il faut pouvoir faire des sacrifices. Le sacrifice, c'est déjà pouvoir être au milieu des gens qui consomment assez d'alcool et se retenir, pouvoir s'abstenir des choses, des plaisirs en fait. Parce qu'il y aura un moment pour s'amuser, ça c'est certain, mais tant qu'on est appelé à servir la nation, je pense que c'est un sacrifice, un perpétuel sacrifice. Et on a dit oui, c'est un peu comme si on dit, on accepte de servir la nation et on le fait avec beaucoup de fierté. And I wish to ask, before getting to Russia, did you have an idea of those we are going to meet on the combat ground? Déjà, mon combat a été programmé sensiblement un mois. Et puis, la veille de mon combat, donc, pendant que je suis dans les airs, on change mon adversaire. Vous imaginez, vous avez un voyage pénible, vous n'avez pas été acclimaté, vous arrivez et vous constatez que votre adversaire a été changé. Donc, ce qui m'a été... Ça vous a déstabilisé? Et vous avez travaillé sur les défauts et les qualités de l'autre adversaire. Bien évidemment.
Bien, a dit que cela m'a déstabilisé. Je ne vais pas dire que je suis en fait ou bien non. Le mental peut être atteint. Mais moi, ça, tout au contraire, ça a été une source de motivation. Parce que je me suis dit, s'ils ont changé cet adversaire, c'est qu'ils connaissent mes qualités, ils connaissent mes points forts, ils ont su que je devais prendre le dessus sur lui. Donc, celui qu'ils ont envoyé a certainement un dessus, peut-être physique, athlétique, sur moi. Donc, je dois redoubler d'efforts. Et je pense que c'est ce que j'ai fait pour aller à bout de celui-là. Emmanuel, devrait-on applaudir les sports de combat qui, aujourd'hui, permettent au Cameroun de se mettre sur le toit du monde? On attend jusqu'à présent les disciplines collectives pour nous mettre sur le toit du monde, mais ce n'est pas encore le cas. Oui, mais il faut, au-delà d'applaudir, il faut justement pousser à ce que les gens prennent un peu plus conscience et rentrent dans l'encadrement. Parce qu'aujourd'hui, dans les sports de combat, on se rend bien compte qu'il y a un certain sérieux, mais il faut leur apporter beaucoup plus de moyens encore et beaucoup plus de facilité dans ce qu'ils font. Et c'est en cela que moi j'interpelle un peu le comité olympique dans une certaine mesure et aussi le ministère des Sports. Mais tant il est vrai que je sais que le ministère des Sports fait énormément d'efforts, c'est-à-dire que parfois même dans ce qui n'a pas été budgétisé, ils vont quand même à essayer d'apporter un appui. Est-ce que la tournée de Francis Ngannou, par exemple, au Cameroun, après avoir remporté le titre mondial poids lourd, contribue à inciter véritablement cette jeunesse? Oui, mais ça a contribué. Si vous demandez à Maxwell, il vous dira que lorsqu'il voyait des images de la tournée de Francis Ngannou, ça l'a motivé et il s'est dit que lui aussi, il devrait pouvoir mettre les Camerounais comme ça, là, le long des rues, à le féliciter. Donc, tout Camerounais qui est dans les sports de combat aimerait avoir un tel honneur de la part du peuple camerounais. Mais moi, ce que je dis maintenant, c'est qu'il faudrait encadrer tout cela et il faudrait voir comment orienter les moyens et comment apporter, parce que ça participe aussi de l'émulation et même du fait de pouvoir être des éléments d'ancrage de l'ensemble de notre mouvement sportif. Quand on parle du Cameroun aujourd'hui, on vous dit c'est une nation de champions et on vous parle de Maxwell en vous disant c'est le nouveau champion du monde. Mais maintenant, il faut qu'on puisse lui renvoyer quand même cet ascenseur-là. C'est-à-dire que... Vous parlez d'ascenseur, je retourne directement à la question. Quand on dit renvoyer l'ascenseur, c'est vrai qu'il y a déjà la notoriété, il y a déjà la prestance, il y a la performance. Mais quelqu'un dit, est-ce qu'il est riche? Les champions du monde, 2 fois en quelques mois, est-ce qu'il est riche? Ça va? Est-ce que le métier nourrit son homme, Max? Avant de reprendre, nous sommes très honorés de vous recevoir. Est-ce que le métier nourrit son homme? Merci, lorsqu'on parle de champion du monde. Pour y arriver, je vais d'abord dire merci au pouvoir public qui ménage énormément d'efforts pour que nous puissions nous déplacer pour ces différentes compétitions. Et également à la Fédération camerounaise de Nambodo, et la Ligue nationale de Sambo. Ouais. Donc, je vais dire merci à toutes ces personnes qui... Max, on a compris. Répondant à notre question. Est-ce que le métier nourrit son homme? Pour vous dire vrai, pas jusqu'ici. Vous découragez déjà les gens? Pas jusqu'ici, non. Déjà... Si vous permettez, le coach il a 30 secondes. Il répond juste en 30 secondes. Je vous donne la parole. Mais là, je pense qu'aujourd'hui, je suis champion du monde. Ouais. En un mois, je fais 2 championnats du monde et je rentre avec des médailles d'or. Mais pour vous répondre clairement à votre question, le métier ne nourrit pas son homme parce que les récompenses ne suivent pas comme cela devrait être. Coach Anoma, vous voulez réagir? Oui, je voudrais revenir dans le fond de ces performances. Je voudrais d'abord dire vraiment félicitations, M. Maxwell. Merci. Champion du monde, ce n'est pas donné. Ça est tout, 2 fois champion du monde. On a vu Maxwell tout à l'heure, on a vu Francis Ngannou. Quand vous regardez le parcours, comment ça a été difficile pour Ngannou, dans les conditions dans lesquelles il s'est trouvé à l'Hexagone pour pouvoir travailler et être ce qu'il est aujourd'hui. Quand on voit les conditions de travail que Maxwell a peut-être décrites ici, là, c'est vrai qu'il faudrait toujours, dans une performance comme ça, là, déjà, essayer de la rétribuer vraiment à sa valeur. Je parle comme ça, parce que ce n'est que normal et à juste titre, bien que le pouvoir public font vraiment des efforts avec les conditions actuelles, c'est déjà un effort, mais il faudrait que des champions comme ça qui deviennent des références dans le sport, ce n'est pas africain, ce n'est pas camerounais, sur le plan mondial, soient vraiment des exemples à tous les niveaux.
Moi, je pense à tous les niveaux. Deuxième, maintenant, je vais parler maintenant sur un plan technique comme un entraîneur. Quand on entend peut-être Maxwell qui a suivi une préparation, comme vous avez vu, et qui arrive dans des conditions de compétition, peut-être à 1 heure ou bien 30 minutes, 15 minutes d'une compétition, il est champion du monde. Dans un suivi, on ne peut pas dire, parce que tu ne peux pas dire que ces conditions sont idéales pour que quelqu'un puisse faire une performance comme ça. Ça veut dire que ça sort du commun. Ça veut dire que c'est des performances qui sont vraiment surhumaines, qu'on doit vraiment louer. Mais il faudrait, comme on dit toujours, rentrer toujours dans les contextes de la fédération et des pouvoirs publics pour pouvoir améliorer ces conditions. Pourquoi est-ce qu'il faudrait améliorer ces conditions? Moi, je pense toujours que quand une performance est éditée comme celle de Maxwell et de Ngannou, il faudrait que nous puissions toujours la stabiliser, que ça soit pérennisé. Que dans 1 an, 2 ans, il y aura toujours Maxwell qui est champion du monde, il y aura Ngannou qui est toujours champion du monde, dans 4 ans, il est toujours champion du monde. Sinon, quelqu'un d'autre, à sa place, il y soit. Et ça, ce n'est pas un fait du hasard, c'est pour essayer d'appeler toujours, de faire un appel pour que tout le monde puisse se mobiliser, tous les acteurs et les facteurs qui font en sorte qu'ils concourent à ce genre de performances, plus se remobiliser, se mettre vraiment en exergue. On s'achemine vers la fin de cette rétrosportive sur CRTV News. Je vous propose de dire un mot, si vous en avez convenance, chers messieurs, de dire un mot sur l'actualité de ce mois de décembre. C'est l'élection de Samuel Eto'o-Fils à la Fédération camerounaise de football. De quoi terminer cette émission. Samuel Eto'o-Fils qui est désormais le président de la Fédération camerounaise de football. Beaucoup d'espoir fondé chez certains acteurs. Je vous propose de l'écouter au lendemain de son élection au poste de président de la Fédération camerounaise de football. Samuel Eto'o-Fils, il est au micro d'Evaris Eyenga. J'ai pris l'engagement de rassembler la famille du football pour relever le défi d'un nouveau départ. Vous me connaissez, je tiens toujours mes promesses. Merci d'avoir fait de moi le 17e président de la FECAFOOT. Je mesure l'honneur qui m'est fait et la tâche qui m'attend. Aux autres candidats, Zachary Wandji, Jules Denis Onana, j'adresse mes salutations fraternelles. J'ai une pensée particulière pour mon grand frère Seydou Mbombondjoya, le président sortant de notre fédération. Seydou, tu as fait de ton mieux. Je salue ton engagement et ton amour de notre sport. Dès demain, nous nous mettrons au travail pour que notre pays soit fier de ses meilleurs ambassadeurs, que nous sommes footballeurs. Nous n'y arriverons pas sans le soutien du peuple camerounais. Well, plenty of hope there for football administration in Cameroon as a former indomitable lion, Samuel Eto'o-Fils, rises to the top of FECAFOOT. And it's been the talk of town since the last General Assembly of FECAFOOT, where he was elected president over a choice of Seydou Mbombondjoya. I think we have come to the end of this year-long review of sporting events in the country, and we had so many guests on the platform. It's a pleasure having you, and we hope all what has been discussed here go a long way to actually influence the different sport discipline in Cameroon, and we wish to see more medals, more cups, and more glory come to Cameroon, especially as we open a new year with a very big competition, that is the AFCON 2021. On va remercier coach Junior Anoma, entraîneur adjoint de l'équipe nationale senior volleyball. Merci vraiment d'être passé. Merci d'avoir terminé cette année 2021 avec nous. Joyeux anniversaire en avance pour tout le monde. Bonne année et à la prochaine. Maxwell, c'était véritablement un plaisir. On va vous souhaiter le meilleur. Mais peut-être une dernière information avec vous. Vous nous disiez en off, peut-être je ne trahis pas, que vous comptez faire un tour du côté de la MMA, vous aussi. Vous le faites déjà. Vous le faites déjà. Oui, je le fais déjà. Et si les choses continuent dans la même optique, je pense que je serai à Dubaï en janvier pour le championnat du monde de MMA. Et vous allez remporter encore une médaille en or, ça c'est sûr. Avec l'aide de Dieu. Emmanuel Bankolo, c'était un plaisir. Peut-être en 30 secondes, un mot sur Samuel Eto'o-Fils et l'espoir qu'il fonde à la Fédération camerounaise de football pour sortir. Non, mais on se rend simplement compte qu'il est l'élément qui va venir simplement ôter la goupille de la vue à l'arrivée du président Motsepe. Les indiscrétions qu'on a de son entourage disent qu'il leur a fait savoir autant à Doha
qu'au Cameroun, qu'il n'y avait pas autre solution que la CAN. De jouer la CAN au Cameroun. Dès le 9 janvier, du côté de On espère qu'il n'y aura pas de mauvaises nouvelles en tout cas. Ben, on croise les doigts. Eh bien, c'est ici que prend fin ces rétrosportifs 2021 à tous les téléspectateurs de CRTV News. Joyeux Noël, très bonne année 2022. Vous savez, nous serons toujours au rendez-vous pour les grandes compétitions et notamment la Coupe d'Afrique des Nations qui se joue dans notre pays, vous l'avez dit Emmanuel, du 9 janvier au 6 février 2022. Dixon Achou, Happy New Year. Happy New Year to you and Happy New Year to you too, televiewers. And don't forget to stay safe, for COVID-19 is still around.